Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis auditrices, amis auditeurs. Puisque vous nous dites tellement aimer les contes, nous allons continuer, et cette fois-ci avec un Tunisien, Nasser Khmir, celui que l'on connaît aujourd'hui plutôt comme cinéaste et réalisateur de films. Il est né en 1948 à Korba, et son enfance a été nourrie des contes terribles et merveilleux que lui racontait sa mère. Dès 1973, il anime à Tunis un atelier de masques et des spectacles de marionnettes géantes autour du personnage de l'ogresse, El Roula. Peintre, sculpteur, cinéaste et bien sûr conteur, Nasser Khmir organise en Tunisie, puis en France, de nombreuses animations, stages, expositions, veillées autour du conte. Avec ses 5 sœurs, il a réalisé le livre de l'ogresse, dont il calligraphiait le texte arabe tandis qu'elles en inventaient les images. Ce livre a été publié par les éditions Maspero en 1980, avant d'être repris par les éditions La Découverte et Syros en 2001. Ce livre, il l'a dédié à sa mère. Il nous dit « Ce travail est la transcription de l'univers oral en un univers plastique. Il a été fait autour d'une table par toute ma famille durant 1 mois et demi. La qualité du résultat n'est ni le fait du hasard, ni le privilège de notre seule famille. Elle réside dans une approche d'une certaine fonction de l'art, le langage, à l'intérieur d'une société du tiers-monde qui pourrait s'ouvrir sur une forme d'art populaire à venir. Prenons le premier, l'ogresse aveugle. Prête-moi ta plume. C'était une famille pauvre de 7 filles. Un jour, le père voulut recevoir quelques amis chez lui, et il rapporta à sa femme 7 pains et 7 poissons pour le repas. La mère attendit le soir que ses filles s'endorment avant de se mettre à la cuisine. Ça leur arrivait tellement rarement un bon repas qu'elle craignait de ne pouvoir résister à ses filles si elles lui réclamaient quelque chose. Mais cette nuit-là, la plus jeune des filles fut réveillée par l'odeur de friture qui se répandait dans toute la maison. Intriguée, elle se leva et alla voir sa mère à la cuisine. « Ma mère, j'ai soif. » Sa mère lui servit à boire, mais ne put s'empêcher de lui donner aussi un pain et un poisson. « Surtout, n'en dis rien à tes sœurs, » recommanda-t-elle. La petite savoura lentement le plat et retourna se coucha dans la chambre où elle dormait avec ses sœurs. Mais là, elle réveilla l'une d'elles et lui dit « Notre mère fait cuire du pain et du poisson. Tu devrais aller la voir. Je suis sûre que tu en auras aussi. » La seconde fille trouva un prétexte pour aller à la cuisine, et la mère lui donna le second pain et le second poisson. Toutes les sœurs se relevèrent les unes après les autres, et chacune mangea sa part, si bien que, lorsque le père arriva avec ses amis, il ne trouva plus rien à leur offrir. Le père, en colère, résolut de se venger de ses filles, de se débarrasser d'elles.
Il alla les trouver dans leur chambre le lendemain matin et il leur dit « Qui aime son père vient avec lui. » Et les 7 filles s'empressèrent autour de lui. Il les emmena loin du village jusqu'à un puits abandonné. Là, il fit mine de laisser tomber sa chachia au fond du puits et il dit alors à ses filles « Qui aime son père, descend au fond du puits et rapporte la chachia. »« Moi, moi, moi !» répondirent les 7 filles. Il les attacha à la corde, l'une derrière l'autre, et les descendit au fond du puits. Quand elles furent arrivées au fond, il laissa tomber le bout de la corde, recouvrit l'ouverture du puits avec une grande dalle et s'en retourna chez lui. Les 7 filles restèrent longtemps dans le noir, sans manger ni boire. Mais la plus jeune, résolue à ne pas se laisser dépérir, commença à creuser dans la paroi du puits. En déterrant une racine, elle aperçut un mince faisceau de lumière. Elle continua à gratter et découvrit dans la lumière une ogresse aveugle en train de moudre son blé. Elle se faufila par le trou et, sans faire de bruit, elle prit un peu de farine et ce qu'il fallait pour se faire un pain. Quand le pain fut cuit, elle repassa discrètement par le trou du puits et le reboucha derrière elle. Les 7 sœurs firent un festin de ce pain encore chaud, et chaque jour, la petite réussit à les nourrir ainsi, jusqu'au moment où l'ogresse reçut la visite de sa sœur. Elle lui confia « Tous les jours, j'entends marcher à côté de moi dans la maison. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me vole mon blé. » Sa sœur remit à l'ogresse aveugle une canne de bois pour attraper le voleur. Et le lendemain, quand la petite revint cuire son pain, elle fut coincée par l'ogresse. La petite fille se débattit, brisa la canne et se sauva. Alors l'ogresse imagina de prendre une canne en fer et put garder cette fois la petite fille prisonnière jusqu'au retour de sa sœur. Elles étaient toutes deux décidées à la manger, quand la petite s'écria « Non, 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 garde-moi avec toi. Comme tu es aveugle, je pourrai m'occuper du ménage et de la maison, et je serai comme ta fille. » Les ogresses acceptèrent, et la petite fille prit son service dans la maison, sans oublier de porter chaque jour quelque chose à ses sœurs. Cependant, non contente de cette situation, la petite se creusait la tête pour trouver le moyen de faire disparaître les 2 ogresses. Elle fit un grand feu dans le four à pain un matin, et elle demanda à l'ogresse aveugle de lui apprendre à faire le pain. « Tu monteras sur mon dos, lui dit-elle, et tu m'expliqueras, pendant que moi, je ferai ce que tu me diras. » Elle fit grimper l'ogresse sur son dos et la jeta la tête la première dans le feu. L'ogresse éclata et se consuma peu à peu. Alors arriva la sœur de l'ogresse, à qui la petite fille demanda « Ma tante, depuis ce matin, j'essaye de faire du pain et je n'y arrive pas. Pourrais-tu m'expliquer comment on applique la pâte sur la plaque ?» L'ogresse se pencha devant le feu pour lui montrer, et la petite la poussa de toutes ses forces dans le feu, où elle éclata comme sa sœur. L'ogresse gémissait au milieu des flammes et suppliait la petite fille. « Ma petite Aïcha, délivre-moi, et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle verte. »
La petite ne bronchait pas. « Délivre-moi et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle blanche. » La petite ne bougeait pas. « Délivre-moi et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle rouge. » Après avoir énuméré toutes les dalles, l'ogresse disparut en cendres. La petite fille souleva toutes les dalles qu'avait indiquées l'ogresse et déterra des monceaux de sacs d'or enfouis dans la terre. Elle courut retrouver ses sœurs, les fit passer par l'ouverture qu'elle avait pratiquée dans le mur et leur fit visiter la maison de l'ogresse. Enchantées par les lieux, elles prirent possession de la maison qu'elles transformèrent en un magnifique palais. Les 7 fils du sultan ne tardèrent pas à découvrir ce nouveau palais. Ils courtisèrent les jeunes filles et les épousèrent. Prête-moi ta plume. La veuve et ses fils. Prête-moi ta plume. Un paysan vint à mourir, léguant l'héritage de quelques terres arables à sa femme et à ses 2 jeunes fils. La femme ne pouvait cultiver les champs. Elle s'adonna au travail de la laine. Carder, filer, tisser, tel fut son pain quotidien durant de longues années de dur labeur. Elle réussit ainsi à élever ses enfants jusqu'au moment où, trop vite usée et vieillie par le travail, elle décida que ses fils étaient désormais capables de prendre la place de leur père. Elle les confia à un oncle pour qu'il les conduise au champ, mais en arrivant sur les lieux, ils s'aperçurent qu'il y avait là un sérieux défrichage à faire, car sur ces terres abandonnées aux corbeaux depuis tant de temps, il ne poussait plus que mauvaises herbes, broussailles et ronces. Dès le premier coup de bêche, l'aîné des garçons coinça le fer de son outil dans l'un des multiples replis du sol. Il essaya de le dégager, mais ne réussit à ressortir que sa main toute piquée d'épines. On aurait dit un hérisson. Son jeune frère éclata de rire en voyant sa maladresse. Il voulut l'aider, mais ne fit pas mieux. Alors, sans pousser plus loin leur effort, ils pesèrent les outils et commencèrent un jeu qu'ils poursuivirent jusqu'au soir. À la nuit tombante, ils enfourchèrent leur âne et rentrèrent. Leur mère, tout émue, les inonda de questions sur leur travail de la journée. Questions auxquelles ils répondirent comme ils purent, le plus évasivement possible. Le lendemain, leur mère se leva avec le soleil pour sceller l'âne et le charger d'un couffin de provisions pour le repas. Mais cette deuxième journée ne vit pas plus de travail que la première. Leur oisiveté continua pendant plusieurs mois, au cours desquels leur mère ne se doutait en rien de leur emploi du temps. Si bien qu'à l'automne, pensant que les champs étaient prêts à être ensemencés, elle leur remit 2 sacs de grains à semer. Les garçons emportèrent le grain, mais le vendirent au marché voisin. Quand arriva le printemps et quand partout le blé commençait à dorer dans les champs, la mère s'attendait à voir arriver bientôt le fruit de la moisson. Mais les 2 garçons continuaient à badiner, folâtrer au soleil, prenant leur âne pour un cheval de course. Lassé de tous ces jeux futiles, l'âne prit la fuite un beau matin. Aussitôt, les 2 garnements surpris s'élancèrent à sa poursuite.
Ils le pourchassèrent très loin jusqu'à un immense domaine où ils réussirent enfin à l'attraper. Ils s'empressèrent de l'attacher au tronc d'un arbre et puis s'assirent au pied de cet arbre pour faire la sieste. Ils ne tardèrent pas à s'endormir sans entendre venir une ogresse qui emmena l'âne pour le dévorer un peu plus loin. En se réveillant l'après-midi, ils pensèrent à une nouvelle fugue de l'âne et repartirent à sa recherche. L'ogresse les guettait et se mit sur leur chemin. Faisant mine de les rencontrer pour la première fois, elle leur souhaita la bienvenue sur son domaine et les invita à s'installer chez elle. Ils n'osèrent pas décliner l'invitation et proposèrent à l'ogresse de lui faucher ses champs. L'aîné n'était pas mécontent de se faire entretenir ainsi. Par contre, le plus jeune commençait déjà au bout de quelques jours à mijoter un moyen de se sortir de là. Il demanda à l'ogresse de lui faire visiter son domaine. À l'écurie, il s'arrêta devant un cheval noir qui portait au front une tache blanche. Il fit remarquer à l'ogresse que la tache pouvait grossir et qu'il fallait craindre que le cheval ne devint totalement blanc. Il la persuada de combattre cela en nourrissant son cheval au charbon. Elle suivit le conseil, et c'est ainsi qu'en quelques jours, le cheval commença à s'attacher au jeune homme. Celui-ci venait discrètement le soir lui porter du fourrage, tandis que l'ogresse ne lui donnait plus que du charbon. Cependant, l'ogresse veillait sur ses prisonniers. Elle dormait tous les soirs devant la porte de la chambre des deux frères. C'est pour cela que le plus jeune, le plus malin, lui demanda un jour « Ma tante, comment puis-je savoir si tu dors, car j'ai toujours peur de te réveiller quand je sors la nuit pour uriner. » Quand je dors, répondit l'ogresse, il y a tous les animaux que j'ai mangés dans la journée qui se mettent à crier dans mon ventre. Ce fut une parole précieuse pour le garçon qui affinait chaque jour un peu plus son projet d'évasion. Une nuit, il fut réveillé par un tintamarre de cris d'animaux et comprit que le moment était venu. Il se leva sans bruit et attacha solidement l'ogresse. Puis il rentra réveiller son frère et l'emmena jusqu'à l'écurie. Le cheval se laissa détacher sans broncher, et sautant dessus, les deux garçons le firent galoper ventre à terre jusqu'à la maison de leur mère. La mère, dévorée par l'angoisse, ne dormait plus depuis leur disparition. Elle les avait fait chercher partout, et elle avait appris que les champs étaient toujours en friche. Mais à leur retour, elle leur ouvrit les bras et serra tendrement sur son cœur ces deux enfants qui pleuraient de joie et de regret. À dater de ce jour, les deux garçons ne quittèrent plus jamais la maison de leur mère. Ils se mirent au travail sérieusement pour faire prospérer l'héritage de leur père. Prête-moi ta plume. ما فيك قلبي مش قاعد وما تكون تصور عليك كل ما تغيب وبالي معاك إلا تجي وحدة تديك وليت نخاف
ونحسب غالي تبدلني لطاح الليل ماشيين نعاس ونقول لك راح اختاري راح اختاري راح اختاري Le troisième conte s'appelle Le chien aux 7 chaînes. Prête-moi ta plume. Un matin, une vieille du village se rendit chez le marchand de tissus et soieries. Elle venait acheter de l'étoffe et vendre des écheveaux de laine. Le marchand trouva la laine si belle qu'il lui demanda qui l'avait filée. « Une vieille veuve avec ses 3 filles. C'est son unique source de revenus, » répondit la vieille. Le marchand cherchait à se marier et il demanda d'emblée à la vieille d'être son intercesseur auprès de la veuve. Il dit qu'il voulait épouser la fille aînée. Il lui remit la dot et précisa qu'il tenait à un mariage sans faste ni musique. Vendredi, après la grande prière du soir, je t'enverrai une voiture. Tu conduiras la jeune fille chez moi. Dès les premières heures du matin, ce vendredi-là, on commença à préparer la jeune fille. Il fallut bien toute la journée pour la baigner, l'habiller, la coiffer, la parfumer. À l'appel de la prière, elle était enfin prête. Elle attendait sagement assise que la vieille vienne la chercher pour l'accompagner à sa nouvelle demeure. Au lever de la lune,
Le marchand prit le chemin de chez lui. Il alla tout droit à sa chambre, mais en arrivant au seuil, il entendit la voix d'un ange qui lui dit « Cette femme ne t'appartient pas. Elle est promise au chien aux 7 chaînes. » Le marchand s'en alla dormir dans une autre chambre et fit raccompagner dès le lendemain la jeune fille chez sa mère. Un mois plus tard, la vieille repassa le voir et lui demanda s'il avait trouvé femme. « Vieille mère, je t'attendais, répondit-il. Retourne voir la veuve et demande-lui sa seconde fille. » Et le vendredi suivant, après la grande prière, une voiture traversait la ville qui emmenait la seconde fille. En rentrant chez lui, le marchand alla tout droit à sa chambre, mais au même endroit, au seuil de la porte, il entendit la même voix qui lui dit « Cette femme ne t'appartient pas. Elle est promise à l'étranger enseveli. » Le lendemain, la vieille reconduisit la jeune fille à sa mère. Quelque temps après, la vieille, passant devant la boutique du marchand, se dit « Je vais entrer voir s'il a pris femme. »« Vieille mère, je t'attendais, » lui dit le marchand. « Je t'en prie, retourne voir la veuve. » La vieille hésitait. Une troisième fois, cela ne va pas être facile. Mais la veuve céda. Elle accorda sa troisième fille. Et le soir du vendredi suivant, le mariage put enfin avoir lieu. Un jour, la jeune mariée reçut la visite de sa sœur aînée. Celle-ci voulait savoir pourquoi elle avait été renvoyée. Quand elle connut la raison, la jeune fille se hâta de rentrer. Elle fit un paquet de 2 ou 3 objets familiers, prépara quelques provisions de voyage et partit. Elle s'en allait à la recherche du chien aux 7 chaînes. Elle marcha longtemps, traversant des villes inconnues. Mais c'est en plein désert qu'elle arriva au bout de ses vivres. Elle se traînait morte de fatigue et de faim quand elle aperçut au loin une grande maison. Elle arriva péniblement jusqu'à la porte et frappa. Pas de réponse. Elle frappa plus fort et appela. Mais son appel s'évanouit dans le silence. Alors elle se hasarda à ouvrir la porte et pénétra dans une pièce qui avait tout l'air d'être habitée. Un grand plat de couscous fumait sur la table. Elle se jeta dessus et dévora d'une seule traite presque la moitié du plat. Arrivée au bout de sa faim, elle se releva péniblement et, titubant un peu, elle se laissa tomber dans un grand lit, où elle plongea aussitôt dans un sommeil profond. Elle fut réveillée vers le soir par un bruit de tremblement de terre. Elle se dressa brusquement, courut à la porte et colla son œil au trou de la serrure. Ce qu'elle vit alors la cloua sur place. Un monstre en forme de chien se dirigeait vers la maison. Derrière lui, 7 géants qui le tenaient attaché par 7 chaînes. Arrivés devant la porte, les géants lâchèrent le chien et disparurent en emportant les chaînes. Le chien entra, mangea le reste du couscous, et ce faisant, il se métamorphosa
en un jeune et beau prince. Quand il fut rassasié, le jeune homme monta dans sa chambre, mais trouva la porte fermée de l'intérieur. Sans forcer l'entrée, il parla à travers la porte. « Si vous êtes un vieil homme, vous serez mon père. Si vous êtes une vieille femme, vous serez ma mère. Si vous êtes un jeune homme, vous serez mon frère. Si vous êtes une jeune fille, vous serez ma sœur. » La jeune fille ouvrit la porte, et le prince fut séduit par sa beauté. Ils se marièrent la nuit même selon le rite. Le lendemain matin, le prince expliqua à sa femme qu'elle devait prendre garde à ne jamais sortir pendant la journée, car tant qu'il avait forme de chien, il pourrait la dévorer s'il la rencontrait. La jeune femme obéit. Durant 9 mois, elle ne put voir son mari que la nuit. Le soir où elle mit au monde un fils, elle courut se cacher dès qu'elle entendit le bruit de tremblement de terre. Et le chien aux 7 chaînes fit son repas ce soir-là du placenta et du sang de la naissance. Alors, définitivement délivré par ce geste, le jeune prince partit de cette maison au matin du lendemain. Il marchait enfin libre, portant son fils dans les bras. En chemin, il rencontra un jeune berger qu'il chargea de cette commission. « Cours au palais de mon père et dis-lui que je suis de retour. Je rentre avec ma femme et mon fils. » Une heure ne s'était pas encore refermée sur elle-même que déjà tout le peuple était dehors pour accueillir le prince. Coups de feu, you-you, danse, balcons ornés de tapisseries, tout était là pour célébrer ce grand jour. Car c'était un grand jour. On s'embrassait dans les rues, chacun se souhaitant que chaque jour fût un jour de joie. À la nouvelle lune, le royaume connut un mariage de 7 jours, de 7 nuits et de 7 jours encore. Revenons maintenant à la seconde fille. Elle aussi décida un jour d'aller demander à sa jeune sœur mariée pourquoi ce n'était pas elle que son mari avait épousée. Avant de s'endormir, la jeune femme interrogea son mari. Il expliqua que la seconde fille était promise à l'étranger enseveli. Quand elle eut cette réponse, la seconde fille ne put réussir à dormir. Elle passa la nuit comme couchée sur des braises, et le matin, elle rassembla ses affaires et partit. Elle traversa villes et déserts et épuisa ses vivres. Elle traversa villes et déserts et épuisa ses forces. Elle marcha 3 jours, assoiffée et perdue dans un autre désert, quand elle découvrit dans le sable une dalle de marbre où brillait un peu d'eau. Elle but quelques gorgées et elle retrouva son âme. Rassérénée, elle se regarda dans la dalle, se disant en elle-même « Que je suis belle, mais que la chance est loin de moi. » À ce moment, elle entendit une voix venue de sous terre. « Toi qui te trouves si belle, soulève donc la dalle et regarde ce qu'il y a dessous. » Elle obéit et trouva un escalier qu'elle descendit. En arrivant aux dernières marches, elle découvrit une jeune ogresse
qui découpait un bœuf pour préparer le repas. « Jeune fille, qu'est-ce qui t'amène dans le pays des ogres et des horreurs? Mon père est un ogre, tu sais, nous sommes 3 sœurs, et chaque soir il dîne chez l'une des 3. Ce soir c'est mon tour. Veux-tu m'aider pour le repas ?» La jeune fille se mit au travail, et au fil de la conversation, elle demanda à la petite ogresse: « Pourrais-tu me renseigner sur la tombe de l'étranger enseveli ?»« Je ne sais pas, mais quand mon père rentrera, je l'interrogerai. » Elles passèrent la journée ensemble à couper la viande, éplucher les légumes, préparer la semoule, l'arroser de sauce, la saupoudrer d'épices. Le soir tomba, et quand la nuit se fit noire, on entendit la terre remuer à 7 lieues. Peu après, la maison trembla. « Oh, ma sœur, dit la jeune ogresse, mon père arrive. Où pourrais-je te cacher ?» Elle saisit une natte d'alpha dont elle recouvrit la jeune fille dans un coin de la pièce. Sitôt après, l'ogre poussa la porte et, respirant profondément, il dit: « L'odeur d'un étranger est dans ma maison. » Sa fille répondit: « Mon père, un mendiant est passé aujourd'hui, et je lui ai donné un morceau de pain. » L'ogre ne bougea pas, mais s'écria: « Que tous mes objets viennent à moi. Oui-je bêtis de l'obéir. » Alors les écuelles, les passoires, les casseroles, les marmites, les plats, les cuillères, les couteaux accoururent, sauf cette natte d'alpha qui tremblait de peur dans un coin. « Pourquoi cette natte ne vient-elle pas à mon appel ? » ?»« Mon père, aujourd'hui j'ai coupé la viande dessus, j'ai épluché les fruits et les légumes dessus, j'ai préparé le couscous dessus. Elle n'en peut plus ce soir. » L'ogre gronda et se mit à table comme à l'accoutumée. Pendant qu'il mangeait, sa fille lui demanda: « Mon père, où se trouve la tombe de l'étranger enseveli ?» Elle n'eut pour toute réponse qu'un coup sur la main qui lui brisa les os, et ces quelques paroles sibyllines: « Le jour, il y a les yeux, et la nuit, les oreilles. » Le lendemain, après le départ de l'ogre, la petite ogresse conseilla à la jeune fille de s'adresser à sa plus jeune sœur, un peu plus aimée de son père. La jeune fille se remit en marche pendant 3 jours et découvrit une autre dalle de marbre dans le sable. La même scène se reproduisit, sauf que cette fois, la deuxième ogresse eut l'œil crevé. Alors la deuxième ogresse conseilla à la jeune fille de tenter sa chance auprès de la plus petite ogresse adorée par leur père. La jeune fille n'eut pas de mal à trouver la 3e dalle, et de nouveau, pendant le repas, la petite ogresse s'approcha de son père et lui dit: « Mon père, je voudrais te poser une question. » L'ogre répondit: « Ta sœur aînée, je lui ai brisé la main. Ta seconde sœur, je lui ai crevé un œil. Et toi, que veux-tu que je te fasse ?»« Non, 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 mon père, je veux simplement que tu me répondes. » Et l'ogre répondit, ému par la naïveté de sa petite fille: « Pour atteindre la tombe de l'étranger enseveli, il faut emporter avec soi 3 bouchées de mon repas pour les donner aux fourmis, ma tunique de cuir pour se défendre des serpents, mes bas-bouches pour couvrir de vastes lieux, et ma canne pour ouvrir la mer. » La petite ogresse dit aussitôt: « Oh, mon père, attention, il y a ici un cheveu dans ton assiette. » Et ainsi, par 3 fois, elle lui retira 3 bouchées.
Après le repas, elle prépara un bain pour son père et lui changea sa tunique. Puis, dès que l'ogre s'endormit, elle remit à la jeune fille les 3 bouchées du repas de son père, sa tunique, ses babouches et sa canne, et la quitta en lui souhaitant bonne chance. La jeune fille se mit en route et ne tarda pas à rencontrer une marée de fourmis qu'elle traversa en semant autour d'elle les bouchées du repas de l'ogre. Après quoi, elle sortit indemne d'un désert infesté de serpents sifflants qui se jetaient sur elle en fouettant de leur queue la tunique de l'ogre. Les babouches l'aidèrent à marcher dans une vallée d'épines et la menèrent rapidement jusqu'à la mer. Là, elle frappa l'eau de la canne et la mer s'ouvrit pour la laisser passer. Elle continua à marcher sur l'autre rive jusqu'à ce qu'elle découvrit un bassin vide au fond duquel se trouvait la tombe de l'étranger. Le bassin était profond. Il lui fallait l'emplir de ses larmes pour réveiller l'étranger et devenir enfin sa femme. Elle pleura donc pendant des jours et des jours. Mais à quelques centimètres du niveau du bassin, elle dut s'arrêter au bord de l'épuisement. Alors, elle demanda à une jeune bédouine qui passait par là de pleurer un moment à sa place le temps qu'elle prenne un peu de repos. La bédouine accepta et la jeune fille s'endormit profondément. Mais à peine la bédouine avait-elle pris la relève que la tombe s'ouvrit et le jeune prince apparut. Prenant alors la bédouine pour son épouse promise, il l'emmena avec lui. Quand la jeune fille se réveilla, elle fut atterrée de découvrir la tombe ouverte et vide et comprit tout de suite ce qui s'était passé. Elle se fit teindre les cheveux en vert, prit une canne verte et s'habilla tout en vert comme les saintes. Puis elle marcha vers le palais où elle arriva au beau milieu des préparatifs du mariage. Elle se fit introduire en lisant la bonne aventure dans toutes les mains, et le prince décida de la garder avec lui. Ayant ainsi réussi à approcher le prince, elle s'arrangeait pour le droguer chaque jour. Et la nuit, elle pénétrait dans sa chambre pour le rouer de coups, en déclamant son histoire, folle de rage, et la scandant de cette phrase: « Les hommes n'ont pas de parole, les hommes n'ont pas de parole !» Chaque matin, le prince se réveillait, le corps tout endolori, et découvrant un jour des marques rouges sur son dos, il comprit qu'on devait le frapper. Il décida d'en avoir le cœur net. Le lendemain, il s'abstint de manger et de boire, et le soir, il fit mine de dormir quand la fausse sainte s'approcha de lui. Il se laissa frapper et écouta attentivement l'histoire. Comprenant sa méprise, il renvoya aussitôt la bédouine et épousa la jeune fille. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain. Prête-moi ta plume. Rachida Mansour, prête-moi ta plume.
texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. عايشين حياة الحوت تبزع على قهود ما كان اللي يخمم عليك والله تموت عباد أرى كل شي يفوت نسى ونموت وانت يتبدل الحال أنا ما احنا تفوت كانه الحيف مرمي في الريف قالوا له كونك ظريف لزمان قصير تهضر ولا تسكت عندهم كيف عايشين حياة الحوت تبزع على قوت ما كان اللي يخمم عليك والله تموت عباد أرى كل شي يفوت نسى ونموت وين يتبدل الحال اللي ما احنا تفوت تعشي مرمي في الزنقة وانت مول الدار عايشين حياة الحوت تبزع على قوت ما كان اللي يخمم عليك والله تموت هذا أرى كل شي يفوت نسى ونموت وين يتبدل الحال أنا ما احنا تفوت ستار عايشين حياة الحوت تبزع على قهوت ما كان يخمم عليك والله تموت حبيت أرى كل شي يفوت نسى ونموت وين يتبدل الحال ولا ما احنا تفوت Prête-moi ta plume.
الليلة حسيت بيها دعيت الربي خفف عليها لقيت الدمع في عينيها رفت أصبحت شهد ربي ديك الليلة حسيت بيها دعيت الربي خفف عليها لقيت الدمع في عينيها رفت أصبحت شهد ربي ولك أما ضربنا بيك والله الأخوات يا ما تخافيش راكي في طولك ديك الليلة حسيت بيها دعيت الربي خفف عليها لقيت الدمع في عينيها رفت أصبحت شهد الرب ديك الليلة حسيت بيها دعيت الربي خفف عليها لقيت الدمع في عينيها رفت أصبحت شهد الرب الجمعة طاحت ورقتها عنقتها مليح شم في ريحتها نتفكر في الصغور نحفر في قبرها شاسرة فيا كي خرجوها من الدار يوم الجمعة طاحت ورقتها عنقتها مليح شم في ريحتها نتفكر في الصغور نحفر في قبرها شاسرة فيا كي خرجوها من الدار عمري ما نساك كمان ربي يرحمك ويرحم اللي ربك كمان طول حياتي عمري ما نساك كمان الله يرحمك ويرحم اللي ربك ذيك الليلة حسيت بيها دعيت الربي خفف عليها لقيت الدمعة في عينيها رفت أصبحت شهد ربي ديك الليلة حسيت بيها دعيت الربي خفف عليها لقيت الدمعة في عينيها رفت أصبحت شهد ربي دعوة شهيرة قاع الناس فرحانة يا حسبي الله واللي كيما أنا توحشتك أما توحش الحنانة تحلي الدمع بلا ما نجيب أخبار دعوة شهيرة قاع الناس فرحانة يا حسبي الله واللي كيما أنا توحشتك أما توحش الحنانة تحلي الدمع بلا ما نجيب أخبار